Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale, encore de la présentation d'objets. C'est vraiment le style de vidéo qui me plaît le plus. Mais aujourd'hui on va s'intéresser aux cartes graphiques entrée de gamme et plus particulièrement à la RX 570 8Go. Alors elle est disponible à un prix très alléchant, on va voir pourquoi elle est très intéressante. Après je vais vous présenter mon petit modèle, les performances en jeu, puis on conclura avec tout ce qui va être assistance logicielle. Je vous en dis pas plus, on se retrouve juste après ça. Qu'est-ce que la puce nous réserve? Alors dans la puce on retrouve 2048 unités de calcul, ils sont cadencés à 1340 MHz pour le modèle que j'ai moi. Toute cette puce elle est accompagnée de 8 Go de mémoire en GDDR5, donc comme je vous disais. Et puis là on retrouve un bus de 256 bits pour la mémoire justement, c'est très bon pour cette gamme de prix et puis ça impacte forcément les performances. Pour ce qui est de la consommation, ce qui est annoncé quand j'ai acheté le modèle, qui a à peu près un an, elle consommait 195 watts sur la boîte, mais on va voir qu'elle a eu un léger coup de pouce sur ce niveau là. Ça va concerner plutôt la partie logicielle de la puce justement. Pour ce qui est du modèle Nitro Plus de chez Saphir, donc Saphir une excellente marque puisqu'elle fabrique des refroidissements pour AMD depuis maintenant vraiment pas mal d'années. Enfin, ils commencent à connaître un peu leur puce, leur PCB, qu'est-ce qu'il faut bien refroidir. Au niveau du modèle de chez Saphir, on retrouve un modèle de 26 cm de long, 4,3 cm d'épaisseur, voilà, donc c'est au niveau de la tranche. On retrouve 13,5 cm de hauteur, donc la hauteur c'est du côté des ventilateurs. Quand on parle des ventilateurs, bien entendu, on a deux ventilateurs de 100 mm, un à gauche, un à droite, comme vous pouvez le voir sur les photos. Elle a un style vraiment très sobre. Sur l'avant, on trouve que du noir avec une petite bande qui passe en plein milieu légèrement grisée. Par contre, la tranche, on retrouve ici des LED à l'effigie du logo de la marque, Saphir, ça s'éclaire en bleu. Vous ne pouvez pas faire gérer les éclairages, donc c'est pas du RGB. Vous pouvez pas l'éteindre, ça c'est un peu dommage. J'aurais bien aimé pouvoir l'éteindre, c'est un défaut comme un autre, il y en a qui vont trouver que c'est une qualité, d'autres c'est un défaut, à débattre. Pour la backplate, par contre, on a une backplate vraiment très costaud sur le dessus, elle est couleur aluminium, elle est parsemée de petits trous avec des touches de noir qui se baladent avec un style sympathique, on retrouve aussi Nitro Plus écrit dessus, un style vraiment très intéressant. Moi ce que j'aime beaucoup c'est que le fait qu'elle soit couleur grisée aluminium comme ça, elle reflète parfaitement les LED du boîtier, donc si vous avez des ventilateurs RGB ou adressables RGB, vous avez les effets des LED qui se reflètent sur cette backplate et ça donne un tout vraiment hyper joli et c'est génial tout simplement. Au niveau de la connectique arrière, on retrouve deux DisplayPort, deux HDMI et bien entendu un DVI parce que c'est une carte entrée de gamme, il faut qu'elle s'adresse au maximum de clients. L'idée du DVI c'est de faire en sorte que même ceux qui ont un plus vieil écran puissent l'utiliser directement. C'est vraiment intéressant, voilà, ça fait vraiment du sacré bestiaux, mais bon, ça reste un certain plaisir. Allez, je vous laisse avec quelques plans puis je vous reprends juste après pour parler des performances. Du coup, au niveau des performances de refroidissement de ce modèle, alors si on le laisse en temps normal, voilà, donc si vous n'avez pas envie de triturer les courbes des ventilateurs avec MSI Afterburner, vous aurez une température maximale, donc après un burn pendant 20 minutes, de 72 degrés. Donc ça chauffe beaucoup plus qu'en jeu, mais 72 degrés, même limite des limites, et je trouve que c'est vraiment très bien, puisque si vous vous rappelez un petit peu de la présentation de la RTX 2060, montait jusqu'à 87 degrés. Enfin, c'est la température maximale à laquelle je l'ai fait monter. Donc forcément, c'était pas joyeux à côté de ces 72 degrés qui sont vraiment très agréables. Mais c'est pas tout, puisque si vous
vous amuser à toucher un petit peu la courbe pour jouer entre le silence, puisqu'il est hyper silencieux ce modèle à la base. Donc si vous voulez jouer entre le silence et la performance, moi j'ai essayé de triturer un petit peu les courbes. Je vous la mettrai à l'écran, la courbe que j'ai faite du coup sur MSI Afterburner. Et bah je suis descendu jusqu'à 57 degrés. C'est encore meilleur tout simplement. Bon, c'est un peu logique puisque les ventilateurs tournent un peu plus vite. Et là on avait un niveau sonore qui était très respectable. Vraiment on l'entendait presque pas. Au niveau par contre, si vous mettez les ventilateurs à fond, c'est un avion. Voilà, vous êtes à plus de 2000 tours par minute pour les deux ventilateurs. Ça commence à se faire entendre effectivement, mais on a une température de 53 degrés, donc au final on gagne pas tant que ça en performance de refroidissement. Du coup, tant qu'on parle un petit peu des tours minutes de ces ventilateurs, elle a un mode passif quand descendez en dessous des 45 degrés, les deux ventilateurs s'arrêtent et hop, aucun bruit est dégagé par la carte. Puis là où on voit l'efficacité du refroidissement chez Saphir, c'est que en mode passif, elle descend jusqu'à 27 degrés. Pour ma part, la pièce était environ à 24 degrés, donc ça fait que 3 degrés au-dessus de la température de la pièce. D'ailleurs, je tiens à préciser que moi, quand je compte les températures, je compte avec les températures de la pièce. Parce qu'il y en a qui s'amusent à les retirer, quand en général, c'est ceux qui overclock qui font ça. Mais moi, non, moi je préfère compter pour de vrai, comme ça on sait un peu mieux à quoi s'attendre. C'est un excellent modèle, vraiment massif, et on voit que sa taille joue vraiment dans le refroidissement de la puce, c'est vraiment agréable. Donc quand on parle de la puce, on envoie le bout des FPS, et là maintenant on va passer sur les courbes. Je vous propose de vous les faire défiler une par une en musique, et puis on se retrouve juste après pour conclure. Du coup, sur ces courbes, on voit pas mal de trucs vraiment intéressants. Déjà, entre élevé et moyen, ça sort vraiment pas mal sur pas mal de jeux. C'est très cool pour une carte, comme je vous disais, à un tarif très alléchant. Donc, elle est entre 130 et 150 euros environ ces temps-ci. Après, les stocks sont plus ou moins aléatoires. Donc, ça va vraiment dépendre de votre chance, hein, honnêtement. Mais pour ceux qui voudraient se lancer dans le gaming, vous voyez quand même que pour pas cher, vous pouvez quand même avoir un truc qui dépote pas mal. Et puis, comme sur la boîte, on retrouve le fameux VR Ready, je me suis permis d'essayer la VR. Donc sur les graphiques qui vont suivre, vous allez voir un petit peu comment elle se débrouille en VR. En VR, je trouve quand même que c'est pas mal. Pour son prix, c'est vraiment bien. Mais honnêtement, vous jouerez qu'en faible ou en moyen. Ça peut plaire à pas mal de monde pour ceux qui veulent voir si la VR ça leur plaît. Après là, j'ai essayé que sur le Oculus Rift. Voilà, parce que c'était l'un des casques les plus achetés que proposait le logiciel pour tester. Bon, on voit qu'en faible, elle a tous les points. En moyen, elle a 70 FPS de moyenne, je crois quasiment. Et puis après, il y a le LV et le Ultra. Il y a plus de mal, mais bon, c'est un peu normal. Hein, sinon, avec une carte à 150 euros, vous jouez en VR, tout en Ultra et tout sans problème. Je vois pas pourquoi on vous conseillerait une 2070 pour jouer dans de bonnes conditions. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est à prendre en compte pour son niveau de prix. Mais moi, je trouve que déjà, elle se débrouille vraiment très bien dans tous ces jeux. Et c'est très intéressant pour vous qui voulez l'acheter. Pour les logiciels, on va parler de tout ce qui est drivers qui ont rendu cette carte magique, tout simplement. AMD a eu un savoir-faire ces 2 dernières années dans le niveau des pilotes et des drivers graphiques avec Radeon Adrenaline. Je sais pas comment expliquer ce qu'ils ont fait, mais c'est vraiment un coup de baguette magique. Quand vous voyez que des cartes comme ça annoncées à 195 watts comme la RX 570 que je vous ai présenté aujourd'hui, ils ont réussi à la faire descendre autour des 120 watts de consommation. C'est hyper bien. Il y en a plein qui vont
vont dire ouais mais bon j'en fous un peu, mais honnêtement quand vous avez une carte qui consomme 195 watts, vous devez avoir une alim de 550 watts minimum. Quand vous avez une carte qui consomme 120 watts sur une 450 watts, ça passe déjà. Et du coup ça peut vous permettre de brasser moins d'argent quand vous achetez votre config et de réduire nettement les prix. Donc déjà que la carte est passée d'environ 200 € en novembre 2018, quelque chose comme ça, c'est la période où je l'ai acheté, et puis maintenant vous arrivez à en trouver à 130-150 €. Déjà ça fait une sacrée baisse de prix, donc c'est ce qui la rend déjà très intéressante. Et en plus AMD la renforce avec les pilotes. Ils ont optimisé l'architecture, donc aujourd'hui forcément les optimisations qu'ils apportent ça se verra beaucoup moins bien. Je sais que par rapport à avant ils ont beaucoup optimisé l'architecture, ça s'est vu tout de suite dans les jeux. Quand vous voyez les benchmarks maintenant, vous pouvez regarder sur certains jeux, vous êtes vraiment entre la 1060 et la 1070, alors qu'avant vous étiez en dessous d'une 1060. Je vous conseille de regarder la date des benchmarks que vous regardez parce que ça va jouer beaucoup. Après du coup ouais, on a eu un support, AMD a vraiment été là pour supporter les cartes grâce au driver, et ça a joué plutôt pas mal. Au niveau de l'encodeur vidéo, je vous la conseille pas, tout simplement parce que chez AMD ils utilisent plus le processeur que les cartes graphiques quand ils encodent avec le pilote. Donc là je serais plutôt à vous dire de vous orienter chez Nvidia, mais ça dépend toujours du budget. Pour conclure, du coup on a une carte vraiment magnifique. Chez Saphir il y a eu du très beau boulot. Après il y a pas mal de modèles plutôt sympathiques chez XFX, tout ça. Et au niveau des performances brutes, je dirais que c'est une excellente carte pour son prix. Elle risque de mettre un certain temps avant de se faire détrôner par quelque chose d'aussi intéressant dans le domaine. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, le petit pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner tant que vous êtes de passage en descendant, si jamais vous voulez taper un commentaire. En attendant, je vous dis portez-vous bien. On se retrouve très bientôt pour une assez grosse surprise. Portez-vous bien. Bye les gens.